Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, 45 tonnes de produits, soit plus de 2 milliards de francs CFA, partis en fumée. La brigade des douanes de Bobo-Dioulasso a procédé à l'incinération de ces produits impropres à la consommation saisis dans la région des Hauts-Bassins. Un spectacle hors du commun suscite bon nombre de commentaires. Un ciel noir de roussettes. Cela se passe en plein cœur de Ouagadougou. Plusieurs colonies de chauves-souris volantes au-dessus des têtes des Ouagavillois qui apprécient diversement cet épiphénomène. L'avis des experts en environnement à suivre dans quelques instants. Au Togo, une marée humaine de partisans à l'opposition a déferlé ce mercredi à Lomé et dans 10 villes du pays. Au moins 100 000 manifestants ont répondu à l'appel rien que dans la capitale. Ils réclament des réformes politiques et la tenue de mesures promises par le régime en place depuis 2005. Et puis, nous recevrons dans quelques instants le secrétaire général adjoint de la Fédération burkinabé de football. Il sera question avec lui de la décision du tribunal arbitral de sport de reprendre le match Sénégal-Afrique du Sud comptant pour la Coupe du Monde Russie 2018. Que dit la FBF? Réponse dans quelques instants. Tout d'abord, cette sympathie traduite par le déplacement du président du Parlement africain à Ouagadougou à la présidence puis à l'Assemblée nationale. Il est venu présenter ses condoléances suite au décès de Salifou Diallo aux attaques terroristes perpétrées sur le sol burkinabé. Oumou Sissé, Zalissa Sanfo. Condoléances, compassion, solidarité. Voici les mots du président du Parlement panafricain à l'endroit du président du Faso. Roger Ngodo Dang est ici pour présenter ses condoléances au président du Faso suite au décès du président de l'Assemblée nationale burkinabé, le docteur Salifou Diallo. Des mots, des gestes répétés très tôt ce matin à l'Assemblée nationale. Pour lui, le défunt était un ami, un baobab. Alors venir s'incliner devant sa mémoire était un devoir. Je me devais de venir présenter les condoléances, comme je l'ai dit, non seulement à la famille nucléaire, mais à tout le peuple burkinabé qui vient de perdre un de ses dignes fils. Je voudrais inviter mes collègues parlementaires, comme nous sommes des Bantous pour la plupart, et que dans la tradition africaine, un homme ne meurt pas, il est toujours parmi nous. Et comment le serions-nous qu'il est parmi nous? Nous le serons à partir des actes que nous allons poser. Si nous continuons l'œuvre qu'il a entamée, on saurait qu'on a voulu pérenniser sa mémoire. Le président du Parlement panafricain a aussi dit l'indignation du Parlement suite aux attaques terroristes perpétrées contre le café Aziz Istanbul à Ouagadougou. C'est une attaque qui est globale. Les États africains doivent se mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous exhortons les États à mutualiser leurs forces pour pouvoir combattre l'épineux phénomène du terrorisme. Ici, le président du Parlement panafricain a rassuré du soutien de son institution au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Et puis cette information en bref, cet après-midi, des individus armés ont attaqué la mairie de Diguel dans le Soum. Selon les sources locales, le comptable de la mairie aurait été enlevé. Il y aurait également d'importants dégâts matériels. Nous reviendrons bien sûr sur cette information. Le Burkina Faso n'est pas le seul pays ciblé par les attaques terroristes. La plupart des pays du Sahel en constituent le foyer. Ce constat établi, les experts du colloque international du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité axent leur communication sur les facteurs. Quelques pistes se dégagent de ces travaux toujours en cours à Ouagadougou. Le point avec Roger Bebamba et Monkoun Dabiri. Sortir la bande sahélo-saharienne des griffes des terroristes, c'est la préoccupation majeure au cœur de ces échanges. L'équation est complexe et nécessite une profondeur de réflexion. Pour cela, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité veut explorer toutes les pistes de solutions et aucune compétence n'est de trop. Très souvent dans cette approche, ce que nous voyons, c'est une approche militaire. Mais
il faut tenir compte du regard de l'historien sur le phénomène terroriste. Il faut tenir compte du regard du sociologue sur le phénomène terroriste, le regard du juriste, pour en fait faire un point sur la situation afin de mieux la comprendre. Pour ces acteurs, l'ampleur du phénomène inquiète et le concours des populations est sollicité pour y faire face. L'insécurité dans la zone sahélo-saharienne pose la problématique de la construction des sociétés de citoyens des États de la zone, estiment les experts. Il faut donc tabler sur la bonne gouvernance, préconisent les panélistes, qui suggèrent par ailleurs que soit accentuée la coopération judiciaire et militaire des pays de la bande. Dans les échanges, vous avez les populations des localités concernées, vous avez tout le monde dans chaque atelier pour véritablement se mettre ensemble, pour discuter, essayer de confronter aussi les regards et les propositions pour dégager véritablement des propositions efficientes et transformationnelles. Toutefois, les experts demeurent convaincus que seul un investissement suffisant des ressources humaines et matérielles dans les secteurs sociaux permettra de mettre fin à l'extrémisme violent qui se nourrit de la misère des populations, particulièrement de sa frange jeune. L'union fait la force. Cette maxime qui se justifie à plus d'un titre est le leitmotiv des organisations de la société civile exerçant dans le domaine des droits humains. Elles forment une coalition dont les objectifs ont été présentés aux hommes et femmes de médias. C'était dans la matinée de ce jeudi. Le compte-rendu avec Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. Depuis le 27 juin 2017, le Burkina dispose d'une loi de protection des défenseurs des droits humains. Une nouvelle loi que la coalition des défenseurs des droits humains, la fêtière d'une vingtaine d'OSC, bien qu'ayant contribué à son élaboration, trouve en elle des insuffisances en certaines de ses dispositions. Une situation qu'elle a tenu à partager avec la presse. Après adoption, la loi comporte encore certaines dispositions qui constituent une entrave à la liberté des activistes des droits humains. L'article 11 alinéa 4 dit quoi? Un défenseur des droits humains doit s'assurer de la crédibilité des informations avant d'entreprendre des actions de défense. Donc notre plaidoyer était contre cette disposition. Nous avons demandé à ce que le défenseur puisse crédibiliser sa source d'information. La CBDDH invite par conséquent les OSC à s'approprier de cette nouvelle loi pour une exploitation efficiente et efficace, car estime-t-elle, cette loi en l'état est un contenu à double tranchant. C'est un instrument de protection, mais également de sanction pour les défenseurs des droits humains. Notre coalition et ses partenaires ont mené une série de plaidoyers en vue d'améliorer davantage cette loi et de l'harmoniser au mieux avec les instruments régionaux, internationaux de protection des défenseurs des droits humains en général et des droits spécifiques des femmes des défenseurs en particulier. La coalition interpelle les autorités à une mise en œuvre effective des engagements nationaux et internationaux. Les droits humains constituant de leur point de vue le baromètre de l'état de droit et de la démocratie, rien, absolument rien ne saurait entraver son respect. On parle encore de droit et cette fois de ceux permettant à la femme rurale d'obtenir un titre foncier. Le sujet est encore tabou, mais un projet veut le briser. La stratégie adoptée, un plaidoyer auprès des autorités, quelles qu'elles soient, pour un accès véritable des femmes à la terre. Les précisions avec Issa Kafando et Estelle Judith Sogba. Le projet Un seul monde sans fin veut promouvoir les droits fonciers de la femme en milieu rural au Burkina Faso. Selon ses membres, bien qu'il ait des lois favorisant à cette moitié du ciel d'avoir accès à la terre, leur mise en application tarde à se concrétiser en raison des pesanteurs socio-culturelles et le faible niveau de connaissance des textes. Et aujourd'hui, il est temps, selon eux, que les mentalités changent. Nous avons même aussi fait quelques expériences et quelques expériments avec la traduction dans les langues locales pour qu'ils puissent aussi comprendre ce qui se trouve là-dedans. Et quand ils ont compris, ils peuvent aussi s'approcher des autorités dans le pays, dans la campagne, pour qu'ils échangent avec eux. Pour la représentante résidente de Conrad Adenayer, c'est une lutte de longue haleine qui nécessite une synergie d'action. Cette journée pour le plaidoyer, c'est aussi fait pour entrer
en contact, en dialogue avec différents groupes cibles, ça veut dire avec les journalistes, avec les maires, avec quelques organisations de société civile, pour leur donner les arguments quand ils rencontrent aussi les institutions et les structures organisationnelles du côté de l'État ou du côté des organisations rurales, pour qu'ils puissent dialoguer, pour qu'ils puissent trouver des arguments pour que la femme ait aussi son accès à la terre. Au cours de cette journée, les participants auront droit à des communications axées sur l'analyse critique de la loi sur la politique nationale de sécurisation foncière au Burkina Faso, les droits d'accès, de gestion et de transfert de la terre pour la femme. On en vient à cet autre titre de l'actualité, l'incinération de produits prohibés à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de 45 tonnes de marchandises saisies entre 2015 et cette année 2017 par la brigade des douanes des Hauts-Bassins. Par cette action, les douaniers veulent prouver que la traque à la contrefaction est une réalité. Le point avec Karim Ilboudo et Karim Sissé. À première vue, l'on se croirait à un dépôt d'ordures. Et pourtant, ce sont là des produits pharmaceutiques non homologués et de la drogue saisie par la brigade des douanes de Bobo-Dioulasso. La saisie de ces produits prohibés est le fruit de plusieurs opérations menées dans les Hauts-Bassins depuis mi-2015. Alors, les produits qui ont été saisis depuis mi-2015 à nos jours sont constitués de 30 tonnes de médicaments illicites et de 15 tonnes de cannabis. Alors, nous estimons les 45 tonnes de drogue et de médicaments illicites à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Cette saisie témoigne de la détermination des services des douanes dans la croisade contre ces fléaux. Je tiens à saluer cette opération, la direction régionale des douanes, et nous promettons que cette opération va se poursuivre pour que les fauteurs, ceux qui seront en infraction puissent être sanctionnés. Et c'est ici, au centre d'enfouissement technique de Bobo-Dioulasso, que ces produits illicites sont incinérés. Du manioc made in Burkina qui s'exporte, c'est une réalité vécue depuis quelques années. Pour preuve, il faut se rendre dans la province du Kénédougou, où la traditionnelle production fruitière fait de plus en plus place à celle du manioc. La plante est également transformée pour, par exemple, devenir de l'attiéké dans nos assiettes. Zoom sur cette spéculation qui nourrit son homme avec Manekayen et Momoni Baro. La province du Kénédougou est bien connue pour sa production des arbres fruitiers et d'autres cultures vivrières au Burkina Faso. Depuis quelques années, la population a aussi développé une autre forme de production, la culture du manioc. Brema Traoré, avec sa vingtaine d'hectares de manioc, fait partie des grands producteurs et pour une meilleure productivité, il a préféré la variété V5. Nous avons commencé la production du manioc, cela fait 10 ans. Nos parents qui étaient en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui nous ont appris comment faire de la kéké. La production est bénéfique pour nous, surtout en matière d'alimentation. Plus de son aspect alimentaire, le manioc est aussi une source de devises pour la population. Il permet donc de contribuer à l'achat des intrants pour d'autres spéculations. Quand il atteint la maturité, nous le récoltons pour vendre et payer de l'engrais pour produire le maïs. Comme nous cultivons le manioc également dans nos vergers, cela est aussi un avantage pour les arbres fruitiers. De plus en plus, la production du manioc freine l'exode rural et les jeunes ont tendance à se sédentariser. Ceux qui partaient à l'aventure, ils sont revenus nous trouver dans une situation enviable grâce à la production du manioc. Beaucoup d'entre eux ne sont plus repartis. Comme toute production, la culture du manioc connaît bien des difficultés. Au début, le sang était fertile. Le manioc réussissait sans autre apport nutritif. La fumure organique, il ne produit pas assez. Il faut aussi de l'engrais.
Le problème d'eau est aussi une préoccupation. Pendant la saison sèche, c'est difficile. Jusque-là, la filière manioc est très peu encadrée par l'État. Il faut vraiment l'aide du gouvernement. Le manioc lutte contre la faim. Le soutien devrait être comme en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Togo. Selon la responsable en charge de l'agriculture dans la province de Kénédougou, la situation est en train d'être changée avec l'appui des producteurs. Chaque année, l'État essaie de nous doter de boutures que nous donnons aux producteurs. Ça permet d'avoir des variétés qui sont prisées pour la transformation. Donc ça va encore encourager les bonnes dames qui transforment le manioc à continuer leur activité et à ne pas manquer de matières premières. Les maniocs représentent une spéculation importante parmi les tubercules cultivés dans le Kénédougou. À titre illustratif, la région des Hauts-Bassins a produit en 2014 6 798 tonnes et en 2016, le Kénédougou à lui seul a produit 6 125 tonnes. Elles se nourrissent essentiellement de fruits et aiment bien se poser sur les branches de grands arbres. Les roussettes, plus connues sous l'appellation chauve-souris, offrent un spectacle hors du commun à Ouagadougou. De jour en jour, leur nombre ne cesse de croître, suscitant de vives interrogations. Mais qu'en disent les spécialistes des questions environnementales? Réponses recueillies par Konsoun Koulibaly et Vincent Kenrebego. L'apparition de cette importante colonie de roussettes au centre-ville de Ouagadougou suscite beaucoup d'interrogations. D'où viennent-elles? Pourquoi elles sont là? Les roussettes se sont installées là où elles sentent qu'il y a l'inquiétude. Et le choix n'est pas fait au hasard. Et il faut dire que leur endroit privilégié, c'était en fait même la forêt classée en fait, du barrage qu'on appelle aujourd'hui Bangarouero. Mais il faut se dire aussi qu'actuellement, Bangarouero est beaucoup plus fréquenté. Ces espèces n'aiment pas les perturbations. Sans compter qu'il y a certaines formes d'incivisme ou de délinquance qui amènent les gens à les tirer, soit avec des fusils ou des lance-pierres. Donc en fait, les chauves-souris n'ont pas trouvé meilleur endroit qu'ici pour pouvoir s'installer et être dans les quiétudes. Sinon, dans les années passées, elles étaient surtout au niveau du parc Bangarouero. À longueur de journée, leur ombre plane au-dessus des immeubles. Les arbres leur servent de refuge, des arbres dont les branchages commencent à ne plus supporter la voracité et le poids de ces envahisseurs. Et quand leurs urines et crottes se mêlent à leurs cris, plus besoin de démontrer que ces mammifères volants sont nuisibles et même très dangereux. Mais c'est toute une étendue en fait, de cette partie de la ville qui est en train de se cramer en termes de végétation. Plus grave, c'est que ces chauves-souris peuvent être des dangers pour la navigation aérienne. Et le soir, quand ces chauves-souris vont prendre leur envol pour aller chercher leur nourriture, c'est tout un nuage épais. Un avion qui traverserait ce nuage-là, il y a beaucoup de risques que les moteurs, qui sont des moteurs à réacteurs, qui aspirent de l'air, aspirent des chauves-souris. Et ça, si ça arrive, un accident d'avion est vite arrivé. Il faut trouver une solution. Et donc, je pourrais dire qu'au niveau du ministère, on y a réfléchi et puis on a fait des propositions dans ce sens, dans un but en fait, de faire en fait, une forme d'abattage, pas pour vraiment détruire, mais c'est pour faire beaucoup de bruit et puis les amener à partir. Avec l'apparition soudaine des roussettes en plein cœur de la capitale, beaucoup de Ouagalais y vont de leurs commentaires, parfois des plus superstitieux. Une chose est sûre, c'est que le séjour prolongé de ces roussettes de plus en plus nombreuses commence à ressembler à une invasion difficile à tolérer. Des idées pour secourir, mieux secourir, c'est dans cette optique que s'inscrit le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence. En vue de prévenir les catastrophes et d'être plus opérationnels sur le terrain, les membres du CONASUR sont en formation. Les enjeux dans ce reportage de Amado Ilboudo et Tanga Kafando. Il vaut toujours mieux de prévenir les catastrophes quand on peut, et si malgré tout elles surviennent, il faut savoir les gérer. C'est en substance la philosophie qui prévaut à cet atelier organisé par le CONASUR
le Conseil national de secours d'urgence. Quand on parle de secours d'urgence, on a l'habitude de ne voir que l'action lorsque la situation, la crise se présente, l'action d'assistance qui est apportée. Mais il faut avoir une lecture en 3 phases, c'est-à-dire il faut préparer pour éviter la survenue des catastrophes. Donc il y a cette phase-là qui est une phase importante, mais malheureusement que nous négligeons souvent ou que nous ne mettons pas suffisamment de moyens à ce niveau. Il y a la phase d'assistance au moment où surviennent les catastrophes, mais il y a une dernière phase aussi qu'on a tendance à négliger ou qu'on ne met pas suffisamment de moyens là-dedans, c'est la phase de relèvement. La rencontre réunit des présidents de conseils régionaux, des maires, des associations et ONG pour partager avec eux les bonnes pratiques et expériences en matière de relèvement en temps de catastrophe, et ce avec l'appui du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et l'idée de cet atelier, c'est vraiment de faire en sorte que les expériences qui ont été accumulées par les uns et les autres, et les bonnes pratiques, puissent être partagées et faire en sorte que ces pratiques puissent être magnifiées. Et le but, c'est que finalement, on puisse aider les populations à mieux s'en sortir. Au Burkina Faso, les inondations constituent les catastrophes les plus récurrentes. À cela s'ajoutent les attaques terroristes ces dernières années, des situations sur lesquelles va se focaliser la réflexion des participants. Eux sont tout simplement impuissants face à des vents violents qui soufflent à plus de 300 km/h, arrachant tout sur leur passage. Le spectacle laissé par l'ouragan Irma sur les Antilles inquiète Haïti, qui s'apprête à l'accueillir. Les habitants qui se remettent peu à peu du cyclone Matthew s'apprêtent à vivre donc le pire. Selon l'ONU, plus de 2 millions de personnes sont menacées en Haïti. Comment ces villages de tentes précaires pourront-ils résister à Irma ? En Haïti, l'inquiétude est à son comble. Le cyclone dévastateur est attendu dans les prochaines heures. Le gouvernement affirme être préparé, des informations sont diffusées, mais beaucoup d'habitants n'ont pas l'électricité et ne peuvent pas les écouter. Je n'ai nulle part où aller, je dois rester là. Je vais vivre ou mourir selon la force du cyclone. Si Dieu veut nous aider, il le fera. Mais je n'ai nulle part où aller. On arrive là, nous environ 200 monatos. 200 personnes vivent ici. Et là, nous vivons. Quand il pleut, c'est un problème. Parce que nous n'avons pas d'argent pour réparer les tentes. On n'est pas prêt pour ce cyclone. Confortable. Selon l'ONU, 2,2 millions de personnes sont menacées et le bilan humain risque ici d'être terrible. L'aéroport international de Cap-Haïtien est fermé. 800 enfants ont été évacués de 26 orphelinats et l'école est suspendue. Le pays très pauvre est classé parmi les 3 nations les plus touchées par des risques climatiques majeurs. Il se remet à peine du cyclone Matthew qui l'an dernier avait fait plus de 570 morts. Au Togo, l'appel à l'unisson d'une grande partie de l'opposition a fait mouche. Amnesty International estime à au moins 100 000 le nombre de personnes qui ont répondu dans la capitale. Des manifestations ont été tenues dans 9 autres villes du pays avec cette même exigence, des réformes politiques promises par le gouvernement depuis plusieurs années. Une foule dense a défilé ce mercredi dans les rues de Lomé, la capitale du Togo. Selon Amnesty International, au moins 100 000 manifestants ont répondu à l'appel des principaux partis d'opposition pour réclamer des réformes politiques dans un pays dirigé depuis 1995 par Faure Gnassingbé, qui a lui-même succédé à son père, resté au pouvoir pendant 38 ans. L'opposition regrette que les mesures promises par le régime, comme la limitation du nombre de mandats présidentiels et la mise en place d'un scrutin à 2 tours, n'aient jamais abouti. Nous n'avons pas l'impression que le régime prend la mesure de ce qui se passe. Nous avons demandé de retrouver la constitution originelle de 92. On nous sort des balivernes. La manifestation s'est déroulée dans le calme, contrairement à celle du 19 août, émaillée par des violences. Au moins 2 personnes avaient perdu la vie.
Je vous le disais tantôt, je reçois pour vous Monsieur Boubacar Yago. Bonsoir, Monsieur Yago. Bonsoir, Madame. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la Fédération burkinabé de football. Ouais. Alors, le tribunal arbitral du sport a décidé une reprise du match joué entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. C'était le 12 novembre 2016. La FBF s'est réunie aujourd'hui même. Au sortir de cette réunion, quelle est la position de la Fédération? Alors, merci donc de l'occasion que vous me donnez donc d'informer ici le public sportif. C'est vrai que nous avons reçu la notification du bureau de compétition de la FIFA et non du tribunal arbitral des sports, comme vous le dites, qui nous notifie donc de ce que le match opposant qui a opposé l'Afrique du Sud au Sénégal devrait être rejoué au mois de novembre. Alors, je viens ici donc demander le calme et la sérénité. Le comité exécutif de la fédération travaille sur le dossier et en temps opportun, nous pourrons vous apporter d'informations précises par rapport à ce que nous voulons entreprendre. Alors, donc, il s'agit donc d'entreprendre des mesures, vous ne voulez peut-être pas vous étaler là-dessus, mais certains Burkinabés vivent cette décision, bien sûr qui émane peut-être d'un tribunal, c'est vrai que vous avez peut-être reçu ça de la FIFA, mais cette décision est prise comme une injustice. Est-ce que c'est le même sentiment au sein de la FBF? Ben oui, c'est vraiment la première fois qu'une telle décision est prise. Et la décision est fâcheuse. Et donc, comme je vous le dis, nous y travaillons parce qu'il faut savoir que cette décision qui est prise ne dit pas très explicitement qui est-ce qui est fautif, qui amène elle amène à rejouer ce match. Est-ce qu'il faut rappeler aussi que l'arbitre en question a été interdit à vie et que... Oui, il peut pour certains matchs que des arbitres soient sanctionnés, comme c'est le cas de cet arbitre ghanéen, mais de là à reprendre ce match, c'est vraiment la première fois que cela arrive. Et justement, quel est l'impact direct de cette reprise de match sur la chevauchée des étalons vers la Russie 2018? Alors, si cela devrait se faire de toute façon, c'est pas... Les résultats des étalons restent les mêmes. C'est vrai que cela donne une opportunité aux Sénégalais de refaire un résultat meilleur à ce qu'ils ont enregistré initialement. Mais comme je vous le dis, nous pensons qu'il faut que nous soyons sereins. Dans tous les cas, il y a des voies de recours en matière Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un peu plus sur ces voies de recours dont vous disposez au sein de la FBF? Ben oui, comme je vous le dis, c'est une commission de la FIFA qui a pris cette décision. Et donc, pour tout le monde, on sait qu'il y a des voies de recours qui vont jusqu'au tribunal arbitral des sports, comme vous l'avez souligné. D'accord. Merci, Monsieur Yago. On comprend parfaitement que peut-être vous ne voulez pas dévoiler. C'est vrai que, voilà, je viens juste tranquilliser le peuple burkinabé. Nous sommes sereins, nous, au niveau du comité exécutif de la fédération, et nous y croyons que les étalons iront à Russie. Ouais. Voilà, merci à vous, Monsieur Yago, d'avoir été sur ce plateau. Vous restez avec nous pour suivre la revue de la presse et les quotidiens informent tous sur la mise sous mandat de dépôt de la présidente du CSC. Et un autre sujet, la saisie et l'incinération de tonnes de produits illicites par les douanes des Hauts-Bassins. La revue, c'est avec Abdoul Rasmane Zango. Les douanes de l'Ouest brûlent 2 milliards de francs CFA hier à Bobo Dioulasso, raconte l'Express du Faso. En vérité, selon le journal, il s'agit de 45 tonnes de produits contrefaits et de cannabis incinéré et dont la valeur est estimée à 2 milliards de francs CFA. C'est une lutte reconnue aujourd'hui au Faso qui vise à protéger le consommateur, mais aussi qui reste sans merci vis-à-vis des fraudeurs et autres trafiquants. On la savait dans le collimateur de la justice, elle a fini par y être épinglée. Nathalie Somé, quasiment à la une de tous les journaux, passe sa première nuit à la Mako, hier 6 septembre, 24 heures après le déferment de son DAF Souleymane Seri. On leur reproche, confie l'Obs, la gestion des crédits alloués aux activités de couverture médiatique de la présidentielle et des législatives couplées du 29 novembre 2015. Cela s'appelle, selon notre confrère des éditions Le Pays, un détournement de fonds publics. Et aujourd'hui, au façon de détailler
que le scandale financier s'élève à près de 650 millions de nos francs. Suite à ce mandat de dépôt de la présidente du Conseil supérieur de la communication et un collectif d'avocats, une quinzaine environ, sont déjà dans le starting block pour assurer la défense de la prévenue dans une bataille qui s'annonce âpre, concluent les éditions Le Pays. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.